Yes, Narcomed, merci encore. Alors, segment principal, on a décidé cette semaine de parler des effets de la technologie sur notre santé. Et moi, comme d'habitude, mon petit côté un peu intense, je voulais pas parler de choses qu'on entend parler tout le temps. Fait que j'ai essayé de creuser un peu plus dans différents angles, de choses qui étaient peut-être un peu moins connues. Fait qu'on va aller... parce que la technologie, ça crée des effets. Oui. OK? Est-ce que je suis malade? Première des choses, Patrice, le syndrome de la vibration. Hey, mon Dieu, une belle erreur. Vibration, oui. La Vibration vibration. fantôme. Ouais. Ah, c'est bien. Syndrome de la vibration fantôme, Patrice, t'as déjà vécu ça? Je suis pas sûr, c'est quoi? C'est La syndrome de la vibration fantôme, que tu penses que ton téléphone vibre, puis il vibre pas? Ouais, Oui, t'as oui. l'impression... Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ou t'entends ton téléphone faire un pling, tu sais, comme une notification, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Ton Alors, cerveau ce glisse des syndrome-là tours. existe. On va en Ouais. parler un petit peu, mais on va regarder Micode qui nous explique un peu. Est-ce que je suis malade? Parce que j'ai des hallucinations. D'ailleurs, près de 90% de la population a les mêmes. J'ai l'impression de sentir mon téléphone vibrer dans ma poche alors qu'il n'y a rien. Mais d'où viennent ces hallucinations fantômes alors? Est-ce qu'on devient juste fou? Une explication probable est notre manque de dopamine. Une dose de cette hormone du plaisir est relâchée dans notre cerveau dès qu'on reçoit une notification. Un peu comme quand on reçoit un cadeau. Le cerveau pourrait alors simuler les vibrations pour avoir une petite dose de dopamine. Oui, notre cerveau est un énorme addict. Bon, après, parfois, c'est peut-être juste notre jean qui frotte. Mais certains ont surinterprété ces vibrations comme des signes d'un problème d'onde d'ampleur mondiale. Ça va loin, je vous dis. Ils ont même développé des objets pour s'en protéger, qu'on peut acheter. Comme ça tombe bien. Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup d'études sur ces vibrations fantômes, encore moins de consensus. Cependant, beaucoup se rejoignent sur le fait que ces fausses vibrations sont dues à l'anxiété de manquer un message. Il n'y aurait donc rien de grave à ressentir ces vibrations, contrairement à certains qui peuvent se demander... C'est quelque chose d'assez récent dans la technologie. Donc, c'est apparu avec les médias sociaux, je te dirais 2010-2012, Ouais. dans ce coin-là. Donc, les premières recherches autour de 2009, où on commence à s'intéresser sur le sujet. Ça n'a pas été très, très loin. Écoute, Patrice, 83% des gens disent vivre le phénomène. Quand même. C'est beaucoup de gens qui le vivent. C'est comme il disait, Micode, il y a certaines personnes qui pensent que c'est les ondes cellulaires qui font... Non. C'est notre corps. Et l'explication la plus logique serait qu'on est en manque de dopamine et que notre corps nous fait halluciner une sensation tactile et ou sonore dans l'objectif de nous faire regarder le téléphone. C'est aussi con que ça. Ça apparaît généralement après 3 mois, entre 3 mois et 1 an après le début de l'utilisation d'un appareil. OK. Donc, vos enfants qui ont 2 ans, que vous leur donnez un téléphone, c'est très, très rapide qu'ils vont être accros et ils vont vivre avec ça. OK? Et je te disais, Patrice, il y a quelques semaines, on parlait de Vision Pro, du fait que dans certains jeux vidéo d'éléments de réalité virtuelle, c'était tellement près de du fonctionnement normal de notre esprit. La technologie est tellement bien, représente tellement bien notre esprit que parfois, quand on enlève le casque de réalité virtuelle, on en vient à continuer à faire des gestes qu'on faisait dans la réalité virtuelle parce qu'on les a tout de suite intégrés. C'est tout de suite. Et je disais que ça allait peut-être représenter un problème plus tard, que ça allait peut-être occasionner de la dépendance, ces choses-là. Ben, c'est ce genre de différence-là, l'ajustement de notre corps face à la technologie que ça crée. Puis il explique que, ben, évidemment, la dopamine serait probablement derrière ça. On appelle souvent la dépendance aux technologies. Attends une minute, Narcomed. Surtout aujourd'hui, on est tous connectés, même gadgets pour femmes qui vivent à distance en envoyant des signaux sur Bluetooth. C'est fou. Exact, on peut même faire ça, imagine. Alors, la dépendance au téléphone, on appelle ça la nomophobie, qui n'est pas un terme tout à fait exact parce que nomophobie veut dire accro à la loi. Là. On utilise ce terme-là pour parler de la dépendance au téléphone mobile, aux réseaux sociaux, mais on a développé un nouveau mot, tranquillement pas vite, qui est la mobidépendance, que je suis plutôt d'accord, et qui représente assez bien cette dépendance-là et qui englobe aussi la dépendance aux notifications. Le petit point rouge qu'on a dans nos téléphones. Et là, je vais faire un mea culpa. J'ai un TOC, Patrice. Je ne tolère pas des petits points rouges.
Faut que tout le temps... Moi aussi, j'ai beaucoup de misère. Je suis incapable. Ouais, incapable. ouais, Moi, ouais. j'ai une amie, là, à me montrer son téléphone, là, Puis t'es puis son venu... enveloppe dans iPhone, là, il y a 65 000 points rouges. Oh... Comment tu peux avoir 65 000 points rouges non lus dans ton Gmail? Je meurs. Oui, c'est de l'accumulation. Moi, Impossible. je les accumule, mais ils sont lus. Donc, techniquement, si je les garde, c'est parce que je vais les rechercher plus tard. Puis, Ah ouais, mais moi, c'est ça. puis Facebook, des fois, Messenger, là, il te reste avec un petit point rouge qui part plus. Oui, c'est fatigant, ça. Hey, combien d'heures tu gosses? Ben dans oui, dans il quelle faut le faire conversation que j'ai disparaître. pas lu? Il faut le faire disparaître. Oui, oui. Puis là, tu redémarres La tout recherche pour être du sûr. point rouge. Oui, tu démarres tout pour être sûr. Écoute, je vais faire quelque chose là-dessus. Bref, le coupable, Patrice, cette molécule, la dopamine, Oui. qui est un neurotransmetteur. Et pour comprendre un peu la dopamine, il faut savoir qu'un neurone, voici un neurone, est composé de sa tête, qui est à gauche, et de son pied, qui est à droite. Et évidemment, il y a un paquet de poils que j'appelle des poils, mais qui ne sont pas des poils. Et ça se termine toujours la tête qui s'accroche aux pieds. Donc, ils s'accrochent entre eux par des synapses, des dendrites, et ainsi de suite. Et si on regarde dans le cercle ici, ben, on voit que les synapses, mettons qu'il y aurait un autre neurone qui est accroché à chacune de ces synapses-là, ils ne se touchent pas vraiment. Il y a un espace intercalaire entre les deux dans lequel il y a des échanges ioniques OK. de neurotransmetteurs et le sens de l'influx électrique va de la tête vers le pied. OK. Et lorsque le circuit de la récompense est activé dans le cerveau, on va regarder vite. Une petite vidéo de 1 minute qui décrit un peu qu'est-ce que ça a l'air. Fait qu'on a la partie du haut d'où provient le signal électrique, l'influx nerveux, qui va rendre disponibles les neurotransmetteurs de dopamine qui vont s'échapper à cause que les portes ioniques vont ouvrir. Et là, tranquillement, pas vite, les neurotransmetteurs de dopamine vont sortir du synapse supérieur. On va les voir. Ça, c'est les ions qui vont faire ouvrir les portes dans la fin de la... Et là, on a ici la dopamine qui sort, qui traverse la membrane et qui vont s'en aller sur l'autre partie dans laquelle il y a des clés. Et lorsque ça va connecter avec ces clés-là, ça va émettre un courant électrique dans l'autre neurone. Et cet influx nerveux-là est plus ou moins fort et donc plus ou moins addictif. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous... La petite tape dans le dos, là, qui nous fait du bien de « Ah, c'est parce qu'on a relâché un petit peu de dopamine. » Et le fait de gosser pour enlever nos petits points rouges, c'est de la dopamine qu'on a besoin. Le fait de dérouler à l'infini, c'est de la dopamine. Puis on est accro à ça. Puis les réseaux sociaux sont fabriqués comme ça. Donc, où je veux en venir, c'est que l'espèce de cycle de récompense de la dopamine nous amène à vivre de plus en plus de stimulus dans une journée. Et on devient de plus en plus distrait pour toutes sortes de raisons. Et ça me tentait de vous montrer un peu la flèche du temps, la flèche de l'histoire. Puis on va en haut, la préhistoire. Ensuite, on a le néolithique, l'âge de bronze, l'âge de fer, les Romains. Ensuite, le début du Moyen Âge, les croisades, les Templiers, le début de l'exploration espagnole, française, ces choses-là, les guerres de l'indépendance, et éventuellement le début de la civilisation rapide, les guerres mondiales, et nous, on arrive à la fin. Alors, tu comprendras, Patrice, que si on recule de quelques milliers d'années, on est ici à Sumer, en Babylone, v'là 7000 ans. Alors, le petit monsieur qui vivait en Babylone, il se passait pas grand-chose entre sa vie à lui et la vie de son fils. Non, c'est ça. OK? Puis le fils de son fils, du fils du fils de son fils de son fils, il mangeait dans le même fucking bol. Tu comprends? Oui.
Il y avait 28 générations entre les deux. Puis il y a quelqu'un qui a décidé de changer la couleur du mur. Tu comprends? Il s'est pas passé grand... Là, je veux pas te dire qu'il s'est rien passé, là. Il s'est passé quelque chose dans ces époques-là. Mais l'humain moyen, sa journée pouvait être très, très longue. Oui. Il vivait pas autant tu comprends? Lui, là, ça faisait pas bzz, bzz aux 2 secondes. Il arrivait à se concentrer sur quelque chose pendant très, très longtemps. Et c'est d'ailleurs peut-être pas surprenant, Patrice, que les grands philosophes, qui sont probablement tous nés à peu près en même temps, il y avait du temps. Il y avait du temps pour réfléchir. Tu comprends? Il y avait... Oui. Tu sais? Fait que ici, on a, un petit peu plus loin, on a l'époque médiévale. Donc, on voit, là, on a un peu plus de stimuli dans l'histoire. Oui. Les gens, tu sais, s'ils vivaient une guerre ou s'il y avait des soldats qui arrivaient, tout de suite, c'était énormément d'informations qui arrivaient à leurs oreilles. Un peu la panique dans le village. Là, on passait d'une vie normale à c'est la fin du monde. Ouais. L'autre, une belle époque, on massacrait des villageois. Ouais. Mais la vie était, somme toute, assez simple. Mais ça pouvait... tu sais, on ajoutait une coupe juste d'une situation comme ça, le stress devait monter en tabarnouche. Là. Oui. Mais on est très, très loin d'une situation d'ère moderne comme aujourd'hui dans laquelle on a beaucoup plus à évaluer. On s'en va ici, l'époque médiévale. On rajoute en complexité. C'est sûr que si tu vivais dans la fin fond d'un bois, tu n'avais peut-être pas autant d'informations à traiter. Mais si tu vivais dans la haute bourgeoisie, dans un milieu, un château français, ces choses-là, dans un village, les interactions sociales, les échanges commerciaux, il commençait à y avoir un peu de difficulté, un peu plus d'éléments à tenir en compte, à faire attention, à apprendre l'éducation, tes voisins, les interactions. On ajoute une couche. Évidemment, on arrive à la guerre, les guerres d'indépendance, où Oui. là, ça devenait complètement quelque chose de capoté. Évidemment, au début de 1800, la Révolution mondiale, ces choses-là, à peu près partout sur la planète, il y a des guerres d'indépendance qui se produisent un peu partout. Il y a une évolution complètement débile au niveau de la science. C'est l'explosion de... D'ailleurs, je pense que c'est là qu'on appelle ça le siècle des Lumières, là, dans ce coin-là. Donc, c'est là où le début de notre civilisation moderne part, où ça part en couille, où ça part en fou. On a d'ailleurs ici la vie telle qu'on la vivait au début de 1920 à Londres. Les Voyez, images là, qui ont été quelqu'un qui restaurées, partait. oui. Oui. Rien comme aujourd'hui, là. Ça, c'est New York le mois passé. Fait qu'on s'entend dessus. Il y a plus d'informations, là. Le nombre d'informations que ton cerveau doit canaliser, enregistrer, rejeter, c'est pas important, c'est important, faut que tu fasses attention. Ça clignote là-bas, c'est pas juste un néon qu'il faut que tu ignores, c'est un danger potentiel. Ouais. T'as quelqu'un qui s'en vient en arrière, ton téléphone fait bou, bou, En même ta temps. blonde qui tape. Tu comprends? Le corps, le cerveau, ne s'est pas ajusté encore à cette réalité-là. Ça prend des milliers d'années dans l'évolution normale pour pouvoir s'ajuster, pour arriver à s'ajuster à ça. Et ça occasionne des problèmes, entre autres la capacité de l'attention. Je vais revenir tantôt parce que je voulais finir avec les capacités de l'attention. Je me rends compte qu'il y a d'autres éléments dans ma présentation, mais ça crée des problèmes dans lesquels notre cerveau n'est pas capable de s'ajuster. Et notre cerveau n'est pas sans limite. Il y a quand même beaucoup de capacités. Patrice, je me suis posé la question, c'est quoi la capacité d'emmagasinage du cerveau? Patrice, c'est 2,5 pétaoctets. OK, quand même. Ça, c'est un à peu près. Là. Oh, il y en ouais. a qui vont jusqu'à 8, il y en a qui vont un peu moins. 2,5 pétaoctets, c'est 2,5 millions de gigs. OK. C'est la capacité de votre cerveau en termes de souvenirs que vous avez en tête, de tout ce que vous avez appris, compris,
notions innées, acquises, comportementales, paroles, langage, name it. OK? Et chaque synapse qu'on a vu tantôt a une capacité d'environ 4,7 bits de données. Narcomède, je ne connais pas ça, mais les TDAH seraient un peu reliés à ça. Oui, tout à fait, Narcomède. Je ne te dis pas que c'est directement lié à ça, mais il y a probablement une énorme partie de la problématique TDAH qui est liée à ce qu'on va parler dans quelques minutes. Oui, c'est-à-dire que c'est des connexions au niveau du cerveau, c'est ça. Puis, exact. Moi, j'ai une de mes filles qui est TDAH, plus TDA, et la médication aide beaucoup à réguler cette partie-là du cerveau là, pour ramener les choses comme il faut. Là. Oui. Puis, tu sais, je vais en parler tantôt dans la capacité de l'attention. On va revenir, là, mais tu vas voir, c'est super, super complexe. Fait que notre cerveau a une capacité maximale de données qu'il peut intégrer. C'est normal qu'à un moment donné, il va discarter des données parce qu'il y en a trop. Donc, il va se mettre à ignorer de plus en plus de choses. Puis, tu sais, on dit souvent, pour ceux qui sont un peu techno, cette personne-là n'a pas assez de mémoire RAM pour ça ou whatever, parce qu'il y a des concepts informatiques qui sont facilement applicables au cerveau humain parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent gérer plus de flux de données, de stimulus que d'autres en fonction de leur apprentissage, en fonction de ces choses-là. Mais c'est pour vous faire comprendre que avant que notre cerveau puisse arriver à intégrer les 200 dernières années, ça peut être très long au niveau génétique. C'est pas quelque chose... Ça se fait... Il faut comprendre que les changements évolutifs se font sur chacune des générations à coup d'essais-erreurs d'une génération à l'autre. Donc, vous devez comprendre qu'avant qu'on se retrouve avec un Homo intelligentus Facebookus, ça va en prendre une couple d'années, tu comprends? Peut-être 12, 15, 20 générations avant qu'on soit rendu là. Ça m'amène à vous parler d'autres limites qu'on a, le nombre de Dunbar. T'as-tu déjà entendu parler de ça, Patrice? Oui, c'est ça. C'est le nombre de personnes que tu peux maintenir dans tes relations humaines, c'est ça? Oui. Et ce nombre-là a été dans le début des années 70-60, a été développé en étudiant une colonie de, je pense que c'est d'orang-outans ou de singes intelligents. Et ils ont évalué que ils avaient un certain nombre. Et donc, à partir de... moi, je suis à 1. Que donc, si les orang-outans avaient tant, puis que les humains sont à peu près tant de fois plus, le chiffre qu'ils ont sorti était 150. Donc, depuis très, très longtemps, jusqu'à tout récemment, on établissait que la capacité à maintenir une relation complète et continue avec un autre être humain ne permettait pas de dépasser 150. OK. Puis quand on dit de maintenir une relation continue, comprise, on veut dire être au courant de c'est quoi qu'elle aime dans la vie, c'est quoi qu'elle aime pas, avec qui elle se tient, est-ce que ça va bien en ce moment, est-ce que ça a mal été, ces choses-là. Et ce genre de relation-là émotionnelle, relationnelle, implique une proximité, une fréquentation qui, un certain nombre de fois par année, donc il faut que tu aies un minimum, et qu'au-delà de 150, tu commences à perdre des bouts. Et c'est probablement ce qui explique les groupements humains. Les groupements sociaux, on n'est pas surpris que dans une tribu, il y a rarement plus de 150-200 individus. C'est ça. Et ensuite, on a des conseils de tribus dans lesquels il y a plusieurs tribus qui vont se réunir et on développe les villes. Et ça a poussé certains chercheurs à pousser un petit peu plus loin, à se demander, est-ce que c'est possible qu'on puisse aller plus loin que 150? Qu'est-ce qu'on en pense par rapport aux médias sociaux? Parce que là, on rajoute une couche dans l'histoire. Est-ce que... sauf que les concepts sont des quadrilliards. Oui, c'est exact. Ça. Est-ce qu'on faut réévaluer ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le chiffre est bon? Ils se sont posé la question et ils se rendent compte que finalement, ce chiffre-là est moins fixe qu'on pensait. Il évolue dans le temps. Il évolue dans le temps et on s'aperçoit qu'on a... Ça serait peut-être plus un 80 à 550. OK.
Et ce qui va déterminer, je suis dans la gang des 80 ou des 550, va être déterminé surtout par ta culture générale. OK. Plus tu vas avoir de culture générale, plus tu vas être capable d'entretenir des relations continues et stables avec d'autres gens. Oh. Donc, pas surprenant que j'ai des relations. Non, c'est pas vrai. Narcomède. Ouais. Fait que, évidemment, ce chiffre-là explique aussi pourquoi, dans une tribu, une organisation, un groupe, la marde commence à pogner autour de 150. Ouais, c'est... Des fois moins. Des fois moins. Et la raison est précisément cette notion-là de Dunbar. Au-delà de 150, tu ne peux maintenir une relation correcte. Et comme tu ne peux maintenir une relation correcte, tu vas te mettre à faire des mésententes, des jugements qui ne sont pas bons. Et là, le chicane, des problèmes de communication vont naître et la bisbille apparaît. Et c'est à précisément ce chiffre-là que naît l'obligation d'avoir un début de hiérarchie. Chef de groupe, chef de clan, chef de village, pour être capable de maintenir une organisation sociale. Et ce que certains chercheurs se rendent compte, c'est que notre société actuelle semble avoir perdu cet élément-là. Cet élément-là de la tribu proche, de l'élément un peu plus éloigné, ces choses-là, ce qui fait que les individus ont de plus en plus de difficultés à maintenir des relations sociales. Il va y avoir de l'isolement en ligne pour les gens qui vivent, qui n'ont pas d'amis ou ces choses-là. Qu'est-ce que c'est bizarre quand une personne n'est pas sociale, normale, qui n'a pas beaucoup de relations? Non. J'ai vu des gens plein de relations qui sont qui sont pas mal niaiseux. Mais il ne faut pas oublier que quand je dis être social, ça ne veut pas nécessairement dire être bon socialement. Là. Non, c'est ça. Ça veut dire que tu maintiens une relation. Tu appelles ton père une fois de temps en temps, comment tu vas, père, nanana. Peut-être que tu te pognes tout le temps à chaque fois que tu... Mais tu es capable de maintenir une relation. Tu comprends? Donc, c'était un peu ça l'idée. Ils se sont rendus compte, ils se sont posé la question, mais quelqu'un qui a beaucoup d'amis sur Facebook, y a-tu 150 d'un bord et 150 de l'autre? Ou il y a 150 max? Puis s'il y en a 80 sur Facebook, ben, too late, il t'en reste 70. Ils se rendent compte que, oui, effectivement, le chiffre maximal semble se diviser. OK. Donc, quelqu'un qui aurait énormément de relations tenues, soutenues, relations affectives avec des gens sur Internet, ben, il va forcément en avoir un peu moins dans la vraie vie parce que ben, c'est comme ton argent total que tu disposes. C'est ça. Donc, si tu le fais chiffre de partie des plus 150 chanceux, là, s'applique à tout. Là. Oui. Fait que si tu en as 500 que tu es dans les plus chanceux, ben peut-être que tu en as 450 sur Internet, mais il t'en reste 50 dans la vraie vie. C'est ça. Et c'est ce qu'ils observent jusqu'à date. Donc, et c'est un problème d'ailleurs que, tu sais, là, je vous l'ai dit, j'ai de plus en plus d'abonnés sur ma page et la chose que je me rends compte, Patrice, c'est que c'est de plus en plus difficile de maintenir des relations parce que j'ai de plus en plus de gens qui interagissent et je commence à perdre ma possibilité de suivre les relations puis de dire... Puis là, j'ai des amis qui disent « Moi, mais je t'ai parlé puis tu m'as pas vu. » Ça devient complexe et ça tend à prouver ça. Oui, ça se perd dans la masse qui dans le flot génère. de la masse. Donc, rappelez-vous, je vous parlais tantôt le cerveau a une capacité limite. Alors, toutes ces technologies-là nous amènent à notre capacité maximale à prendre en charge plein de choses. C'est vrai, c'est toujours moi qui va voir Pat en privé. Elle ne veut pas tenir notre relation. En fait, tu n'as pas tort, Narcomède. On va faire de la psychothérapie, la psychanalyse en live. J'ai une problématique dans la vie, j'ai toujours peur de déranger. Donc, je ne vais pas vers les gens pour aller leur jaser. Jamais. Demande à Patrice, 99% du temps, c'est lui qui vient me parler. Oui. Puis là, vous allez apprendre quelque chose sur Patricia aujourd'hui. Depuis qu'elle a sa page Facebook, elle devient très antisociale, donc elle parle à plus personne. Oui. Non, mais c'est très vrai, Narcomède, aussi, que j'ai de la difficulté à suivre parce que, pour vous donner une idée, là, depuis quelques mois, je peux avoir à peu près 30 à 40 notifications à la demi-heure. Oui, c'est ça. Ça devient difficile. Puis là, puis Facebook,
n'est pas fait pour gérer autant de notifications, ce qui fait qu'il en skip un paquet, Oui. puis qu'il n'arrive pas toujours dans l'ordre. Donc, des fois, je vais avoir une notification d'un ami Tu verras même pas. d'enfance. Ça fait 8 heures qu'il a commenté. Je ne l'ai jamais vu. C'est ça. Ouais. Fait que, désolé. Bref. Faut aller cogner chez eux. Oui. Ça, c'est un graphe social. Donc, ça donne une idée un peu de ce qu'un individu est capable autour de lui de maintenir comme relation, ces choses-là. Donc, c'est un groupe rapproché avec peut-être un petit peu plus évolué. C'est ce qu'on appelle la bulle. Et généralement, la bulle, ça comprend papa, maman, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-papa, grand-maman. Là, après ça, tu rajoutes les oncles, les tantes. On est rendu à peu près une 40-50. Là. Vite, vite, là. Ça, c'est la bulle proche. Puis si tu rajoutes la bulle des amis, ben facilement, tu arrives à ton 150. Ben oui, c'est ça. Ça va vite, ça va vite. Ça va très, très vite. Autre problème qu'on a dans l'évolution, Patrice, la fatigue oculaire numérique. On en avait parlé avec la lumière bleue, là. Oui. Et ça va plus loin, Patrice, parce que comme on regarde des choses qui ne bougent pas beaucoup tout le temps, que le focus est toujours à peu près au même endroit parce qu'on tient notre téléphone dans nos mains. Ben oui, ben oui. Les yeux ne prennent plus l'habitude de changer de focus pour aller chercher des éléments loin proches, et on développe une espèce de paresse oculaire. Et au lieu de cligner de l'œil 17 fois par minute, on va cligner 4 fois par minute. Et là, ça occasionne la vision floue, des maux de tête, étourdissement, problème de fatigue oculaire, de la difficulté à focusser. Évidemment, il y a tout plein de trucs qu'on nous donne. À toutes les 30 minutes, on regarde 30 pieds en avant de toi, nanana, ces choses-là. Mais c'est un autre problème que la technologie gère. Donc, on a un paquet de gens qu'on ne sait pas encore, mais probablement d'ici 10, 15, 20 ans, on va avoir des problèmes de vue qu'on ne connaissait pas. Oui. Ça, c'est de la fatigue. Oui, ça, j'en ai. Tout le monde en a. Ceux qui disent qu'ils n'en ont pas sont menteurs. Non, il faut que tu fasses attention puis il faut être discipliné. Oui. Autre problème qu'il ne faut pas négliger sur la technologie qui vient d'avoir sur le corps, les problèmes du nerf d'Arnold, Patrice. Que je ne connais pas. La tête penchée par en avant. Ah, ben oui, OK. Ça développe une hyperextension du cou qui n'est pas naturelle et éventuellement des douleurs au cou. Et là, douleur au cou, douleur au nerf, douleur à la tête, migraine, ça se répercute dans une épaule parce qu'on est penché, on est mal positionné, ces choses-là. Donc, on a toute une panoplie d'événements musculo-squelettiques qui sont dus à une seule chose, notre utilisation de la technologie et notre adoption trop rapidement par rapport à notre capacité à s'ajuster. Oui. Ça, c'est un problème parce que Patrice, ça a même développé un nouveau syndrome qu'on appelle le Pinky Syndrome, dont j'en suis victime. OK. Les gens vont développer de la croûte, la gale sur le petit doigt, là où on tient le téléphone, et une petite indentation dans le doigt qui devient permanente après un certain nombre d'années. Parce qu'on tient le téléphone comme ça. Je comprends. Donc, on est en train de modifier jusqu'à notre morphologie. Et ça a des impacts. Certaines personnes vont avoir des douleurs dans les mains, des douleurs dans les poignets. On parlait il y a une couple d'années des secrétaires qui jouaient avec les souris, là, développaient. Mais là, ça va au niveau des téléphones. Donc, c'est toute une panoplie de choses qui, pour une simple utilisation d'une petite patente d'un téléphone, qu'on passe un peu trop de temps par jour, on est accro aux notifications, ça a pour effet d'amener notre cerveau à avoir de la difficulté à s'adapter à tout ça. Et notre capacité d'attention, Patrice, quand je disais au début de la chronique, là, dans le temps médiéval, puis tout ça, combien tu penses que c'était avant, au début des années 1970-80, puis aujourd'hui? Si on recule dans le temps. Ah, c'était probablement 6 à 8 heures par jour facilement, là, tu pouvais... Oui. Début des années 80, la capacité d'attention tournait autour de 2 minutes. Oui. Actuellement, ça dépasse guère 47 secondes. Oui, non, c'est ça. Ça a chuté drastiquement. Et un des problèmes qu'ils ont, c'est pas tant que
la capacité d'attention diminue, c'est que ce qu'on oublie de calculer dans l'histoire, c'est qu'il y a un coût, il appelle ça le coût de la commutation. Oui. C'est le coût énergétique que ça prend de temps au cerveau de lâcher ce que tu es en train de faire pour revenir à une autre tâche, faire du multitâche, prendre en charge un surstimulé. Je vous disais tantôt, la lumière qui clignote, ce n'est pas un néon, c'est un danger, ces choses-là. Donc, le coût de commutation augmente avec les stimulus. Notre cerveau n'est pas capable de s'adapter à ça. Fait que tout plein de mots que l'on vit en 2024 qui sont essentiellement, presque exclusivement dus à notre incapacité à s'ajuster aux technologies. En Archimède, quand on va passer à ma partie, on va parler plus à fond du multitâche et si c'est bon ou non. Alors, reste à l'écoute. La deuxième partie de ce segment-là va être plus là-dessus. Fait que, en gros, notre capacité d'attention diminue. On a un coût de commutation qui est de plus en plus long. Donc, c'est clair qu'on a une panoplie de TDAH. Et il n'y a pas, Patrice, 56 000 solutions quand que le circuit de la récompense est autant sollicité. La seule façon de survivre, il va falloir éventuellement tomber en désintox. Oui, il faut changer nos façons de faire parce que clairement, il y a des choses que l'on fait qui nous nuisent énormément et qui vont juste augmenter en termes de nuisance. Là. Je te laisse aller avec ta partie, Patrice. Donc, pour faire du millage, pour faire du kilométrage sur ce que Patricia vient d'exposer, ce que je vous présente, c'est une... laissez-moi juste le démarrer. C'est une entrevue de Sonia Lupien qui a eu lieu hier matin. Elle est directrice du Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal et elle est professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Elle a écrit plusieurs livres, je pense que c'est 3. Et vous allez voir, là, c'est fascinant ce qu'elle va nous parler. On va vraiment rentrer plus dans le détail sur ce qu'on appelle finalement, c'est la... Comment je t'avais écrit ça, Patricia? Laissez-moi juste voir ce que j'y avais écrit pour mon sujet. On appelle ça... Attendez un petit peu. Bon, je l'ai perdu. L'impact des technologies sur le stress au travail dans notre vie et l'attention fragmentée. L'attention fragmentée qui est le mot-clé. Alors, on regarde, on écoute ça ensemble. Juste avant que tu partes, je vais répondre à Narcomède. Ça ne sera pas pour tantôt avec la réalité augmentée. Tu as tout à fait raison. C'est ce que je disais tantôt. La réalité augmentée était tellement proche de la façon que notre cerveau et notre esprit fonctionnent que forcément, le circuit récompense-dopamine va être comme boosté à l'adrénaline là-dessus, puis ça va venir nous impacter encore plus. Effectivement. On écoute ça. Donc, on écoute, c'est une entrevue à la radio. Ça dure environ 23 minutes, mais c'est super intéressant. On écoute ça et ça se peut qu'on arrête pour commenter si jamais vous avez des questions ou si nous, on veut commenter en cours de route. Notre invitée est une spécialiste des enjeux touchant le stress. Elle est professeure titulaire au département de psychiatrie de la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le stress humain. Elle est aussi auteure. Elle a publié 3 livres sur le sujet. Son dernier, Le stress au travail versus le stress du travail. Bonjour, Sonia Lupien. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'ai tellement entendu parler de vous, Sonia. Et bien. Oui, et c'est la première fois qu'on a l'occasion de se parler. J'apprécie énormément le fait que vous ayez pris le temps qu'il fallait pour nous parler de ce grand mal de société, le stress, et en particulier le stress au travail. Je disais en ouverture d'émission aux auditeurs, peu importe le type de travail que vous faites, vous êtes travailleur autonome, vous travaillez sur la route. Le stress, j'ai oublié d'en parler. Mais dans le facteur de récompense, lorsqu'on n'arrive pas à s'adapter à quelque chose, on développe du stress, de la cortisol. Effectivement. Regardez ça. Vous êtes en télétravail, vous êtes au bureau. En fait, Sonia, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut exercer un emploi aujourd'hui sans être stressé, sans que ça cause du stress? Est-ce que on peut imaginer ça aujourd'hui en 2024? Théoriquement, sur la base de tout ce que j'ai lu pour écrire ce 3e livre, non,
si on travaille d'une certaine façon, ce qu'on a tendance à faire. Donc, si on veut déstresser, je pense qu'il serait temps qu'on commence à passer à modifier la façon dont on travaille. C'est-à-dire? Bien, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que quand le livre est écrit avec une histoire du temps, la question qui se posait, c'est comment ça se fait qu'on est si stressé de nos jours quand on travaille beaucoup moins d'heures que nos ancêtres, on a plus de vacances et pourtant, on n'a jamais été autant stressé. Une des raisons, c'est que dans chaque grande transition historique du monde du travail, il y a des stresseurs qui se sont ajoutés puis on les a jamais réglés. Fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fragilisé. Quand je parle de la manière dont on travaille, ça commence au début des années 90, quand les nouvelles technologies sont arrivées, le courriel, les textos, le cellulaire, tout ça. On s'est dit que ça allait sauver notre vie, ça allait nous déstresser, on pourrait travailler de partout, c'était pas de problème. Et donc, les nouvelles technologies ont créé quelque chose qu'on appelle aujourd'hui de l'attention fragmentée. On est tout le temps en train de fragmenter notre attention en différentes tâches qu'on fait. On pense qu'on est productif quand on fait ça. On n'est pas productif, on est efficace. On y reviendra tantôt. Sauf qu'à force de fragmenter notre attention, puis je vais vous donner quelques petits chiffres, en général, on a entre 4 et 11 fenêtres d'ouvertes en même temps sur notre ordinateur. On passe en moyenne 75,5 secondes par fenêtre. Après ça, ping, on va changer de fenêtre. Quand on est en train de travailler sur quelque chose, si on entend un ding de notification à l'intérieur de 0,67 secondes, on va tout lâcher ce qu'on faisait pour aller voir ce qu'on est en train de manquer. Et donc, tout ça va faire en sorte qu'on va constamment fragmenter notre attention et c'est l'attention fragmentée qui est la base première de la surcharge mentale qu'on ressent de plus en plus de nos jours. On est constamment dérangé, donc on a de la difficulté à se concentrer, on prend du retard dans ce qu'on a à faire et là, c'est comme ça que le stress se développe, là. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. On est constamment dérangé. Et ça, moi, j'ai écrit le livre parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient puis qui disaient « Sonia, ça y est, c'est réglé. Je suis en télétravail temps plein depuis la pandémie. Je ne serai plus jamais stressée. Je suis sauvée. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a souvent l'impression que le stress est au travail. C'est pas vrai. Quand on est au travail, le trafic qu'il faut prendre, les collègues hostiles, etc. Et là, on se dit, étant donné que les stresseurs sont au travail, maintenant, je suis 100% du temps à la maison. Je ne serai plus stressée. Je suis sauvée du stress. Et donc, voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que j'ai dit, non, pas vraiment, en fait. Il y a autant de risques d'être stressé à la maison que n'importe où, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, on est stressé aujourd'hui parce qu'on est constamment en attention fragmentée. À chaque fois que vous fragmentez votre attention, on pense qu'on est bon en multitâche. On est pourri en multitâche. On n'est pas capable de faire du multitâche. Les femmes, pas plus que les hommes, en passant. Ah bon? Et donc... Ça aussi, c'est un mythe. Je ris parce qu'il y a un mythe, effectivement, qui dit que les femmes sont capables de faire 3-4 choses en même temps. Non, pas plus capables de faire du multitâche que les hommes. Et donc, c'est ça qui va générer du stress. Et donc, j'ai écrit le livre parce que je me disais aux gens, c'est pas vrai que si vous êtes en télétravail à temps plein, vous allez être protégé du stress parce que si vous allez être en attention fragmentée autant, sinon plus à la maison qu'au travail. Et donc, ce qui nous stresse aujourd'hui, c'est le stress du travail. C'est la manière dont on travaille et ça, peu importe où on est, qu'on soit à la maison, au bureau ou au sommet d'une montagne à Bali. Revenons à ce que vous avez dit. Ouais, mais au bureau, on est constamment, mettons, interrompu. Et c'est là aussi que les gens vont dire, c'est ça. Je suis pas interrompue par Jean-Guy qui arrête pas de rentrer dans mon bureau à la maison, donc je suis moins stressée. Il faut comprendre qu'il y a 2 types d'interruptions. Il y a ce qu'on appelle des interruptions externes et des interruptions internes, ou si vous préférez, des auto-interruptions. Les interruptions externes, oui, c'est les gens qui nous dérangent dans le corridor, on s'en va porter un travail, ou Jean-Guy qui rentre dans notre bureau. Mais il y a aussi des interruptions internes, des interruptions qu'on va s'auto-générer. Par exemple, on est en train de faire quelque chose d'un peu ennuyeux, bang, on arrête pour aller voir nos réseaux sociaux, bang, on arrête pour aller déranger Jean-Guy, etc. Les études ont montré qu'il y a effectivement plus d'interruptions externes au bureau, mais il y a plus d'interruptions internes à la maison. Et c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. Et donc, c'est pas si facile que ça de rester concentré longtemps à la maison, non. Donc, j'arrive pas à le faire pendant que tu me présentes ta chronique, Patrice. C'est ça, c'est dur. Hein? Et puis, il y a un Archomède qui nous dit que lui, il est plus efficace en télétravail. Donc, effectivement, il y a des plus. Puis probablement qu'il y a peut-être des stressants qui ne sont pas présents à la maison, qu'ils sont au travail. Donc, dans ton cas, probablement que c'est plus bénéfique. Là. Mais ça a des impacts importants, là. Avec tout ce que vous avez donné comme exemple, je me dis, puis tout ça, ça contribue peut-être ça affecte certainement notre productivité au travail, mais ça, c'est un autre enjeu. Je veux revenir au stress. Il y a une auditrice qui nous écrit, elle est chauffeur à la STM, elle dit, mon gestionnaire me stresse plus que la route.
Parce que la route, pour tous ceux et celles qui sont sur la route, c'est un élément de stress. On s'entend, je pense à nos camionneurs là, qui doivent être extrêmement vigilants. Mais les gestionnaires, qui eux-mêmes, des fois, sont incapables de gérer, qui vont partager ou enfin qui vont stresser leurs employés, ça, c'est une réalité aussi qui existe énormément. Quand je parle de gestionnaire, je parle de boss aussi, là, c'est en général, là, nos supérieurs immédiats. Ça aussi, ça peut être une source de stress très importante au travail. Et qui est là depuis longtemps. Hein. Comme je vous disais, quand je vous ai parlé de la ligne de temps, c'est là depuis l'arrivée de la révolution industrielle. Le gestionnaire est né en même temps que la révolution industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la révolution industrielle? On a pris des fermiers qui travaillaient avec des vaches et des moutons et tout ça, et on les a ramenés dans des bureaux. Hein, ils sont devenus des travailleurs du savoir. C'est-à-dire qu'on travaille pas avec nos mains, on travaille avec notre tête. Et là, les travailleurs du savoir, on les a parqués dans des bureaux, hein, comme ça. Puis là, il fallait que quelqu'un les check, il fallait qu'on regarde la productivité de ces gens-là. Et c'est à ce moment-là que le travail de gestionnaire est arrivé. C'est-à-dire quelqu'un qui allait vérifier la productivité des travailleurs du savoir. Et ça, bien sûr, ça a généré des stress dès le départ à la révolution industrielle. On n'a jamais réglé ce stress-là. Le stress, par exemple, ce qui va générer du stress chez un humain, c'est pas compliqué, il y a 4 facteurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 4 pour que ce soit stressant, puis votre auditrice va comprendre. Donc, plus vous en avez, pire c'est. Il faut, pour vous stresser, là, pour que votre cerveau parte la réponse de stress, là, il faut que la situation soit nouvelle. Il faut qu'elle soit imprévue ou imprévisible. Il faut que vous ayez l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation et que cette situation-là menace votre ego, votre personnalité. Alors, c'est sûr que quand on a placé des gestionnaires qui s'occupaient des employés, bien, selon la nature de la personnalité de cette personne-là qui est mise à la tête de la gestion de ces ressources humaines-là, bien, bien sûr que ça, par exemple, pour cette personne-là, ça peut menacer son ego constamment parce qu'on va remettre en question à temps plein ses capacités de faire son travail. On y enlève l'impression d'avoir du contrôle et donc le stress va être généré par ça, effectivement, clairement. Et absolument. Le syndrome de Peter fait aussi que nos gestionnaires sont souvent des gens qui sont profondément incompétents. Oui. Et il y a une phrase qui a été dite plusieurs fois, Patrice, tu as peut-être déjà entendu ça, il s'appelle Zig Ziglar. Et il dit, tu peux mettre de l'autorité dans ta compétence ou de la compétence dans ton autorité. Oui. Ça fait pas la même chose. C'est ça. Puis souvent, les gestionnaires... Quelqu'un qui est profondément incompétent va mettre de l'autorité dans sa compétence. Donc, il va toujours être en arrière de toi en train de te gueuler après, de te pousser dans le cul, de te pogner, décide de t'avoir. Tu n'auras pas son respect, il va te stresser. Tandis que tu as l'autre leader qui, lui, est profondément compétent. Il met zéro autorité dans sa compétence. Et c'est sa compétence qui fait autorité. Ça, on en a très peu dans notre environnement, fait que ça contribue. Oui, puis il y avait... là, je ne l'ai pas sous la main. Là, je vais essayer de vous le mettre. On va y revenir à la compétence. Je vais essayer de le trouver, mais on va continuer l'entrevue. Oui. Depuis très longtemps, ça. Absolument fascinant. Marie-Ève Fournier, qui collabore de temps à autre à l'émission, qui est chroniqueuse à la presse, écrivait le 7 janvier dernier qu'à chaque semaine, 500 000 Canadiens s'absentent du travail pour cause de troubles mentaux liés au stress. Alors, le stress qui crée une charge mentale, parce que vous avez dit, Sonia, on travaille maintenant de plus en plus avec notre tête. Évidemment, il y a des gens qui occupent encore des emplois qui sont manuels, là, mais la charge qui vient avec ça, se reposer le cerveau en soi, Sonia, c'est un défi. Ben voilà le défi. On travaille mal. On est constamment en attention fragmentée. Les gens, là, aujourd'hui, en 2024, passent 8 heures par jour à fragmenter leur attention entre les 22 fenêtres ouvertes sur leur ordinateur, ding un cellulaire, ding un texto, ding, 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 partout. Et ensuite, ils sont étonnés d'être fatiguément crevés rendus du soir. Quand je dis aux gens, on a presque saturé la capacité du cerveau à être en attention fragmentée. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous demandez à votre cerveau d'être en attention fragmentée temps plein, c'est l'équivalent, Mme Normando, que si je vous disais, prenez vos espadrilles, là, puis allez courir 127 km en forêt, vous me diriez ça. Le coup de commutation. 127 km. Ouais. Donc, après 5 km, je vais arrêter. Ben, c'est l'équivalent. Un cerveau, c'est pas différent d'un corps. C'est la même bébite, ça, là. Et donc, quand vous demandez à votre cerveau d'être en attention fragmentée à temps plein, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, puis même les fins de semaine, parce qu'il est petit, il y a toutes sortes de choses à faire, ben, c'est l'équivalent de vous demander d'aller courir 100 km en forêt. Le cerveau va le faire.
frontal. Il va essayer, parce que c'est votre cerveau, il vous aime. Sauf que ça va lui prendre énormément d'énergie. Puis, à un moment donné, de la même façon que vous vous placeriez par terre en disant « Sonia, j'en peux plus », bien, le cerveau va se mettre à off. Il va dire « Non, that's it, c'est tout ». Et c'est là que la surcharge mentale va arriver. On pense souvent que le sentiment de surcharge mentale, il est dû à la surcharge de travail. Non, il est dû à l'attention fragmentée qu'on nécessite à chaque jour parce qu'on travaille mal. Ce que vous devez comprendre maintenant, et puis la surcharge de travail, c'est la base de l'épuisement professionnel. Donc, les chercheurs, c'est très logique. Les chercheurs ont dit, bon, on a compris ça, la base de la surcharge mentale, c'est l'attention fragmentée. Maintenant, demandons-nous, c'est quoi l'inverse de l'attention fragmentée? Et ils se sont rendus compte que l'inverse de l'attention fragmentée, c'est ce qu'on appelle l'engagement cognitif. L'engagement, j'avais fait une chronique là-dessus à Radio-Can à un moment donné, on appelle ça aussi le flow. Les chercheurs avaient découvert que, par exemple, si vous prenez un artiste peintre qui part à faire une nouvelle œuvre, il peut travailler 4 jours sans manger, sans même se rendre compte que le temps passe. Et quand il va terminer l'œuvre, ses hormones de stress seront même pas élevées. Elles vont être plus basses que la normale parce que cet état-là de grande concentration a amené le cerveau à arrêter de stresser. Hein, si vous faites des sudoku ou toutes sortes de choses, les chercheurs pensaient que c'était juste quand on est en loisir qu'on peut être dans le flow ou si vous préférez proche de la l'engagement méditation. Ouais. Et c'est faux. On peut l'avoir en travaillant. Essayez juste d'imaginer une demi-journée par semaine. On va commencer par une demi-journée pour ne pas faire peur à personne. Là. Une demi-journée par semaine où vous pouvez travailler sur ce rapport de 64 pages que vous devez remettre depuis 2 mois puis que vous ne pouvez jamais terminer parce qu'il y a trop de courriels à répondre. Vous pouvez travailler là-dessus. Il n'y a aucune rencontre Zoom ou Teams à votre agenda parce que votre gestionnaire a protégé votre temps. On appelle ça du temps de travail protégé. Il n'y a aucun courriel parce que votre employeur a fermé le serveur, fait que vous ne vous sentez pas coupable, il ne va pas en recevoir, vous n'allez pas en envoyer. Et vous pouvez porter 100% de votre attention sur cette tâche-là sans aucune interruption si vous ne décidez pas vous-même de vous auto-interrompre pour aller faire un lavage. On s'entend? Mm-hmm. Et donc, les chercheurs ont montré que quand on est dans cet état-là de grande concentration, ça diminue les hormones de stress. Et c'est là que je dois vous faire la différence entre l'efficacité et la productivité. Quand vous faites de l'attention fragmentée, l'image que vous devez avoir en tête, c'est le monsieur dans le cirque, là, tu sais, qui essaye de faire rouler 9 assiettes en même temps. Là. Ouais, c'est ça, être efficace. le jongleur, ouais, c'est donc, ça. on fait 9 affaires en même temps, mais on n'avance pas bien sur chacune de ces choses-là. Oui, puis L'inverse, c'est la productivité. Patrice, le total énergétique est le même coût, là. Oui, c'est ça. Si tu as 100 watts puis tu as 10 assiettes, tu as 10 watts par assiette. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas faire plus pareil, que ta là. capacité, c'est ça. C'est de faire une seule chose à la fois, sans aucune interruption. Et pourquoi ça déstresse le cerveau? Parce que la première job du cerveau, c'est d'apprendre. Pour apprendre, il veut avoir le sentiment de progresser. Rappelez-vous quand vous faisiez vos travaux de session à l'université. Mais oui, on était stressés. Notre introduction, on se trouvait tout bon, puis on aimait ça, le feeling d'avancer. Bien, c'est ça que ça nous donne comme feeling, la productivité. Ouais. Sonia, ça nous calme, là. Ça nous déstresse vous écouter. Et, non, c'est vrai. Moi, j'apprends tellement de choses. On m'avait dit que vous étiez extraordinaire, mais là, je le confirme. On poursuit cette discussion avec vous parce que nos auditeurs sont à l'écoute. Il y a des réactions, mais je pense qu'ils sont davantage à l'écoute parce qu'on a besoin de vous entendre pour se raccrocher à certains trucs pour améliorer nos habitudes. Puis après ça, on se demandera pourquoi la société entière est fatiguée. Ben, c'est pour ça. Le stress, trop de stress. Entre autres, puis vous comprenez pourquoi on est si stressé au travail. On poursuit cette discussion à notre invitée, Sonia Lupien. Si vous souhaitez lire son dernier livre, et ça s'intitule « Le stress au travail versus le stress du travail », et elle prend le soin de dire que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. À tout de suite. Tellement de belles réactions de votre part. Un immense merci. Sonia, on poursuit notre conversation. On va tenter de faire œuvre utile ce matin. On le fait déjà, mais on va poursuivre sur cette lancée. Il y a un auditeur qui réagit en disant, la solution, c'est quoi? On devient tous des artistes peintres pour gérer notre stress. Comment on fait ça? Ben non. Mais non, parce que justement, comme je le disais, les chercheurs au début se sont dit, est-ce qu'il faut être juste artiste peintre pour tomber dans le flou ou si vous préférez l'engagement cognitif? Mais non, pas du tout. On est tout à fait capable de tomber dans un engagement cognitif quand on travaille. Pour ceux comme vous et moi qui sommes des travailleurs du savoir, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire la différence entre l'efficacité et la productivité. L'efficacité, c'est ce qu'on appelle un travail de surface. On prend nos courriels, on a 6 fenêtres ouvertes en même temps, tout ça. Et la productivité, c'est le travail en profondeur. Le travail en profondeur, c'est pas compliqué, là. Vous fermez tout et pas de courriel, pas de rencontre Teams. Vous prenez 1 heure ou 2 ou 3, moi je peux en prendre des tonnes et des tonnes, pour ne faire que le travail que vous êtes supposé faire et absolument rien d'autre. Vous allez
détester cela. Pourquoi? Parce que l'humain a cessé de faire du travail en profondeur au moment où les nouvelles technologies, justement, sont arrivées. La nouvelle génération, là, les jeunes qui sont là, en ont presque jamais fait, sauf quand ils faisaient leurs travaux de session, évidemment. Et donc, vous n'allez pas nécessairement aimer ça. Pourquoi? Parce que l'humain est capable de penser. Ça ne veut pas dire qu'il aime ça. Je vous donne un exemple d'une étude que je trouve vraiment chouette. Il y a des chercheurs qui ont donné le choix à des participants soit de penser fort, fort, fort à quelque chose pendant 15 minutes ou de s'auto-administrer de petits chocs. Eh bien, sachez que 67 des participants ont choisi de s'auto-administrer de petits chocs. Parce que c'est vrai que c'est pas le fun de penser fort. Je veux dire, c'est compliqué. Et donc, comme je dis aux gens, faites juste l'essai. Faites juste l'essayer. On va se faire un petit deal 30 minutes par jour. OK, par 2 jours. On fait quoi, 30 minutes par 2 jours? On fait quoi, Sonia, concrètement? Vous fermez tout. Vous prenez votre cellulaire, vous le mettez à off, vous prenez votre... Il n'y a aucune notification qui rentre, vous fermez toutes les fenêtres, vous faites le travail que vous devez faire, là, que si c'est une présentation PowerPoint, peu importe ce que vous devez faire, 1 demi-heure. C'est tout, pas plus que ça. Après... Moi, j'ai peinturé la semaine passée, là, puis je peux vous dire, le rouleau, là, tu roules tes murs. Tu as juste ça à penser. Est-ce que c'est beau pendant 8 heures de temps, là? Puis quand tu arrives le soir, tu es super relax. Tu as juste roulé un mur. C'est ça. Réouvrez tout. Il n'y aura personne qui va être mort en 30 minutes de toute façon sur vos notifications. Et sur une échelle de 1 à 10, faites juste écrire à quel point vous êtes stressé. Faites ça ensuite à la fin de la journée où vous avez fait de l'attention fragmentée. Faites-le pendant 7 à 10 jours. On s'en reparlera. Je n'aurais jamais été capable d'écrire ce livre-là si je n'avais pas été en travail en profondeur des heures et des heures et des heures pour être capable de tout intégrer ça. Bien, ça demande de la concentration, écrire, on s'entend. Là, Et donc, mais pas juste écrire, il y a n'importe quoi dans le livre. Par exemple, je donne des exemples de Robert, électricien, qui lui aussi ne peut pas faire 4 affaires en même temps quand il est en train de faire l'électricité chez vous. S'il commence à faire toujours 4-5 affaires en même temps, il risque de revenir chez eux et dire à sa femme, je comprends pas, j'aime plus mon travail. Avant, j'aimais ça. Puis là, depuis que j'ai 4 helpers, je suis plus capable de travailler, là, justement parce que il est toujours en attention fragmentée. Donc, tous les travaux, peuvent être faits avec un peu de travail en profondeur. Et l'idée, c'est vraiment de l'essayer avant de le mettre de côté puis de dire que ça ne fonctionnera pas. Sonia, l'exemple qui me vient en tête, lorsque vous parlez d'attention fragmentée sur la route, au volant, c'est pas le temps de prendre le cellulaire. L'objectif, c'est de vous concentrer sur ce que vous faites, c'est-à-dire conduire. Et c'est pour ça qu'il y a tant Merci de poser. Oui, excusez, je vous ai coupé non, parce que, mon Dieu, merci de poser la question. J'ai presque un chapitre là-dessus. Au début, là, les gens disaient, je veux pas aller au travail parce que conduire dans le trafic, c'est stressant. Conduire dans le trafic, c'est stressant. Jusqu'au jour où les chercheurs se sont dit, vraiment? Et en fait, quand on conduit, on a ce qu'on appelle une zone liminale. Ça me permet de vous parler des pauses que vous prenez, que vous soyez au bureau ou à la maison. En général, si vous décidez de prendre une pause de toute cette attention fragmentée que vous venez d'avoir en prenant votre courriel, vos textos puis tout ça, bien, vous allez aller voir vos réseaux sociaux. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que quand vous allez tomber sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez voir? Bien, vous allez voir une vidéo d'un chat suivi d'une recette d'aubergine, après ça, une autre. Et donc, n'oubliez pas comment votre cerveau traite ça. Lui, il passe d'un à l'autre. Bing, 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 bing. Donc, vous continuez d'être en attention sélective, en attention fragmentée. Et donc, le soir, vous allez être aussi crevé. Vous pouvez vous garder des pauses réseaux sociaux, mais n'oubliez pas d'intégrer ce que j'appelle des pauses de zone liminale. Une zone liminale, c'est une zone où votre cerveau va faire juste une chose à la fois. Donnez-lui une pause un peu, de la même façon que vous ne pourriez pas courir 120 km. Faites-le, ce sudoku qui va prendre toute votre attention pendant votre pause. Moi, je vais écouter un épisode de ma télésérie parce que toute mon attention est sur la même chose. Et les chercheurs se sont rendus compte que le trafic, ça nous donne une zone liminale parce qu'on ne peut pas faire 2000 affaires en auto. Et donc, moi, quand j'embarque en auto, après ma journée de travail, ben, je vous écoute à la radio, puis là, je ris avec vous. Puis toute mon attention est bien sûr sur la route, mais tu sais, avec ça à côté, je ne peux pas envoyer de courriel, je ne peux pas rien faire d'autre. Et moi, ça me déstresse. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous permettez à votre cerveau de se concentrer sur une seule chose sans être en attention fragmentée, vos hormones de stress diminuent. Vous déstressez et vous allez éventuellement le sentir. Donc, c'est pas juste vous dire quoi faire dans la vie. Si vous voulez déstresser, donnez, grand Dieu, une chance à votre cerveau. C'est génial. On parle du stress de manière négative, mais il y a le stress positif aussi, Sonia, celui qui fait avancer. Puis on peut aussi gérer son stress. Mettons, commençons par le stress positif. Ça existe? Oui. Absolument. En 1997, avec des chercheurs, quand j'étais à New York, Oui, Patricia a l'air plus zen depuis qu'elle fait juste écouter ça. C'est beau. C'est très vrai. C'est très vrai. Montrer la présence
d'une courbe en U inversée. Donc, prenez la lettre U, virez ça de bord. Et donc, un petit peu de stress, c'est merveilleux. Ça va augmenter votre vigilance, ça va augmenter votre réveil. Si vous avez une date demain, là, vous êtes stressé, c'est du bon stress, ça. Vous allez vous habiller plus propre que d'habitude. Et donc, vous allez y aller. À un certain niveau de résistance, qui n'est pas le même chez tous les gens, bien là, ça va commencer à avoir des effets négatifs. Donc, bien sûr qu'un peu de stress, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. J'ai écrit un livre au complet qui s'appelle « Par amour du stress » où j'essaie justement de vous convaincre des effets positifs et d'être capable de reconnaître quand est-ce que ce bon stress-là va devenir plus bon, mauvais, avec tous les indices que votre cerveau va vous envoyer, votre corps, évidemment. C'est génial. Il y a un auditeur, deux, trois auditeurs qui ont écrit « Moi, ce qui me stresse à ma job, c'est de faire des gaffes. » Il y a des emplois, il y a un gestionnaire, pas un gestionnaire, un auditeur qui écrit... Tu as peut-être peur de faire des gaffes parce qu'on te met de la pression. Il travaille dans le domaine du contrôle aérien. Contrôleur aérien, voilà, c'est ce que je cherchais. Il y en a un autre qui est ingénieur. Alors, le stress, le fait de faire une gaffe, là, les attentes, en fait, à l'endroit de ce qu'on a à faire, ça aussi, ça peut être une source de stress. Puis comment on réussit à gérer ça? Bien, il y a des emplois qui, c'est sûr que c'est des générateurs de sources de stress. Contrôleur Par exemple, contrôleur aérien, vous n'avez pas droit à l'erreur, fondamentalement. Donc, et moi, j'ai souvent vu des gens qui sont venus me voir, là, il y avait de la misère à respirer tellement ils me parlaient, là, stressés, là, et qui me disaient, Madame Lupien, je ne peux pas comprendre, mon emploi va me tuer, je ne sais pas quoi faire, parce que... Et je leur dis souvent, mais attendez, là, au moment où vous avez pris cet emploi-là, vous pensiez avoir la résistance au stress pour le négocier. Or, il se peut que vous ne l'ayez pas. Prenons les policiers. Il y a des policiers que ça ne stresse pas d'être police. Et il y en a d'autres qui ne se peuvent plus. Et donc, c'est juste qu'au moment où vous avez pris ce choix-là de carrière, vous pensiez avoir la résistance. Bien, vous ne l'avez pas et vous allez tomber malade si vous ne comprenez pas ça, puis peut-être de penser de changer d'emploi parce que votre cerveau, il ne va pas vous laisser aller à un endroit où il ne veut pas aller. Et c'est souvent ça qu'il faut comprendre, cette notion de résistance. Et on ne reconnaît pas notre résistance bien souvent qu'au moment où on est devant, puis on dit « Ah, non, je pense pas que je suis capable de chasser ce mammouth-là, il est trop gros. Et donc, il va falloir que je revire de bord. » Wow. Donc, c'est ça qui va expliquer cette... Et l'autre chose aussi, le stress, ça sert à s'adapter. Si on n'avait pas eu la réponse de stress à travers l'histoire, on ne se serait jamais adapté. Mais pour s'adapter, il faut accepter quelque chose de très important. Il faut accepter de faire des erreurs. Un cerveau qui ne fait pas d'erreurs ne peut pas apprendre. Vous n'avez aucune idée à quel point votre cerveau trippe quand vous faites une erreur. Il est comme « Ouh, je vais apprendre quelque chose ». Et donc, souvent, on veut être tout de suite dans la perfection. C'est là l'erreur. Un cerveau qui ne fait pas d'erreur ne peut pas apprendre. Tous les chercheurs au monde vont vous le dire, dans chaque adversité, il y a toujours une opportunité. Chaque stresseur que vous avez devant vous, vous allez apprendre de quoi. Sinon, on n'aurait jamais survécu au mammouth. On serait tous morts, c'est sûr et certain. Et donc, il faut se donner une petite pause puis dire, la recherche complète et totale de la perfection, bien, on s'auto-génère notre propre stress sans même s'en rendre compte. Sonia, il faut reprendre cet exercice-là. J'ai pas laissé ce matin, les auditeurs se sont pas exprimés via le téléphone parce que je voulais vraiment qu'on ait le maximum de temps pour se parler. Il y a un auditeur qui écrit « Est-ce que travailler en écoutant la radio, c'est OK? » Répondez oui, s'il vous plaît, Sonia. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en travaillant. On n'a pas toutes les mêmes stresseurs. 3 livres. Le premier, vous l'avez dit, par amour du stress. Le deuxième livre, À chacun son stress. Et le petit dernier, non, je devrais dire le plus récent, pas le dernier. On espère que ce ne soit pas le dernier. Le stress au travail versus le stress du travail. Sonia Lupien, merci infiniment. Sonia, vraiment, on part un petit peu mieux équipé ce matin. Puis, tant mieux. Vraiment, je souhaite ardemment qu'on puisse se reparler le plus rapidement possible. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. Bye-bye. C'est la première fois que je parlais. Je vous dis, je viens d'avoir un très gros coup de cœur. J'avais entendu parler en bien de Sonia Lupien, mais vraiment, c'est formidable. Quand je vous dis que c'est une spécialiste des questions touchant le stress, vous avez tout compris ce matin. Écoute, Patrice, ça m'amène à tout ce que je disais tantôt, dans le temps, ces choses-là. On a perdu certaines capacités, puis il va falloir se mettre en isolement, ces choses-là. Puis la fille, elle parlait de flow. Le flow, moi, j'appelle ça danser. OK. Tu sais, quand le peintre est en train de faire quelque chose, il est absorbé, il est dans un état créatif. L'univers entier s'efface autour de lui. Il est dans sa toile, il peint, il est en train de danser. Oui. Et ces moments-là d'émerveillement ou de contemplation ou de méditation, appelez ça comme vous voulez, là, ça peut porter différents noms, on le pratique plus de nos jours. Non, on se donne pas les moyens d'y arriver, là. Et
ça peut être aussi con que d'aller prendre une marche dans le bois, Oui, oui. lire un livre, Oui. ça peut être... tu sais, ça Écouter peut de la prendre musique différentes- classique, ça peut être... Écouter de la musique. Et ça m'amène à un exemple que les jeunes ont plus de nos jours. Moi, je me rappelle, quand j'étais ado, ça pouvait être plate en tabarnouche une soirée. Ouais. Et des fois, on se ramassait 20-30 dans un parking sur le bord d'un champ. Et, tu sais, à 32 degrés Celsius, en plein milieu du mois de juillet, avec les cigales au bout du champ, Oui, là, oui, oui, puis les maringouins. puis puis tout, qu'on ouais. rentre pas à la maison avant 7 heures à soir, là, ça fait longtemps. Tu comprends? Ouais. Et une chose que j'ai appris en vivant en campagne, en étant sous-stimulé, j'ai appris à m'ennuyer. Oui. Et l'ennui est un incroyable ami dans l'art de découvrir des choses, parce que quand tu t'ennuies à un moment donné, Ton tu cerveau, tombes en il veut- contemplation. Ton cerveau, il veut apprendre, fait que il cherche, lui, là. Oui, à un moment donné, tu vas tomber, tu vas décrocher Oui, oui. et tu vas tomber en contemplation. Et là, tout d'un coup, il va te sortir une idée de créativité. Le flow va apparaître. Et ça m'amène à vous parler d'un petit détail. Quand on parle le cerveau, il faut qu'il décroche. Quand on perd quelque chose, Patrice, sais-tu, c'est quand tu le retrouves. Quand tu y penses plus. Quand tu cesses volontairement de penser, de chercher, Oui, oui. d'utiliser ton cerveau à évaluer le où, le quand, comment, à la seconde où tu relâches ton cerveau, que tu prends un respire, que tu penses à autre chose, de « Ah, mon Dieu, c'est donc bien beau le bord du lac », à la seconde Oui, oui. où tu n'es plus dans cet état-là, la pensée de où il était te pop dans la tête « Ah, si, ben oui, je l'ai C'est mis là. sur le bord des marches. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on trouvait des idées quand on était ado avec des jeux. Et Patrice, on organisait des tournois avec des finales, semi-finales de tournois de division, tout ça avec une casquette puis une corde, là. Oh, oui. Et on a perdu cette capacité-là. Fait qu'il faut apprendre, par rapport à la technologie actuelle, à s'obliger à se mettre dans des situations. Puis une Ouais. chose que j'ai reçue quand j'étais à job, puis quand on s'en allait en télétravail, il disait qu'il fallait faire attention en partant en télétravail parce que il y a des petites choses qu'on faisait quand on était au travail. On prenait une pause, on allait dehors, on allait jaser avec du monde. Oh, oui. Pendant qu'on jasait avec du monde, on ne passait pas à notre job, on faisait... Et moi, une chose que je faisais en allant travailler que je ne fais plus, c'était écouter des balados. Ben En oui, c'est un... Moi aussi, quand je prenais l'autobus ou le métro pour aller travailler, j'écoutais beaucoup, beaucoup de balados. Puis là, c'est comme si on perd ça. Là. C'était mon moment à moi. Ouais. Tu comprends? Et ça, pour retrouver l'équilibre, pour réduire les stresseurs, pour être capable de moins vivre fractionné, avoir une plus grande efficacité, un plus gros calme, être plus zen, comme Narcomène disait, ben, il faut s'obliger à prendre ce genre de pause-là, à trouver notre élément à nous qui nous fait du bien, Oui. puis à le pratiquer. Oui, Narcomène C'est nous vrai, dit que... cependant, je peux ouvrir mon ordi de job à 22h le soir, travailler un peu, car je pense à quelque chose de la job, donc je le fais là. Ben oui, ben Moi, oui. je ne suis pas payé pour le faire, fait que je ne ferai pas ça. Non, mais moi, je le fais parce que j'ai des... Moi, c'est mes clients, c'est Oui, des toi, banques c'est d'heures. ouais, Fait c'est que ça. des fois, je pense à quelque chose, puis OK, je le fais là parce que là, je viens d'y penser. Puis Ouais, t'es dans le flow, je suis dans le flow. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. tu comprends? C'est Pas pareil. C'est C'est pas là, pareil. il n'y a plus rien qui existe, t'es dans ton affaire. Ouais. Oui, go, on y va. Oui, oui. Non, c'était super intéressant comme sujet. On a couvert des sujets plus psychologiques et plus axés sur la santé, notre santé mentale et notre... On est mésadaptés, les amis. Oui, c'est ça. Donc, c'était le sujet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Ça nous a permis de voir d'autres facettes. As-tu d'autres choses à ajouter? Ça fait pas mal le tour. Non, moi, je pense que ça fait le tour. Je suis complètement zen à cette heure. Oui, hein?